par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure. Donc, je vais simplement donner quelques éléments complémentaires sur la proposition de ce règlement sorti le 30 septembre 2015 sur la titrisation qui, je le rappelle, était quand même issue de la consultation qui avait eu lieu aussi entre février et mai. Et sur lequel il a été rappelé d'ailleurs dans le cadre de ce règlement, de cette proposition de règlement, que 120 réponses ont été reçues, ce qui montre quand même que voilà, si on répond une parmi 120, ça peut aussi compter. Ceci dit, j'étais assez intéressée de voir que le nombre n'était pas si énorme que ça, et donc il faut répondre. Alors des éléments sur la définition d'abord de la titrisation, sur des éléments aussi d'information, communication aux investisseurs, et puis sur les exigences STS. Alors déjà la définition, c'était pas du luxe d'avoir une définition, et en fait finalement c'est pas plus mal, parce que la question quand même s'était posée, même sur la consultation qui avait été qui était sortie entre février et mai, on n'avait pas de définition de titrisation. Or il y a quand même effectivement d'une part des textes AIFM, CRD4, enfin d'autres textes qui proposaient une définition sur des véhicules de titrisation sont forcément des véhicules tranchés. Et puis par contre, nous par exemple on a un cadre en France où un fonds de prêt à l'économie qui est non tranché, c'est bien un fonds commun de titrisation, un FCT. Donc, voilà, alors bon, là, moi j'aurais préféré une définition plus large, mais là, je dirais sans jeu de mots, la commission a tranché, c'est le tranché qui est la définition. Voilà. Donc on dit bien effectivement que la titrisation, c'est une opération qui permet à un prêteur de refinancer un ensemble de prêts ou d'expositions en les convertissant en titres négociables, et ça permet de prendre donc en compte toute opération pour laquelle le risque de crédit associé à une exposition ou à un panier d'exposition est subdivisé en tranches. Bon, voilà. Information et communication, évidemment, il y a un certain nombre d'éléments dans cette proposition de règlement sur toutes les données d'importance significative sur la qualité de crédit, la performance des expositions qui doivent être communiquées aux investisseurs. Ça comprend notamment des données qui permettent aux investisseurs d'identifier clairement les événements de retard et de défaut de paiement chez les débiteurs sous-jacents, donc tous les événements de perte, de dispense temporaire de remboursement, de radiation, de restructuration, d'annulation, de recouvrement et autres mesures ayant une incidence sur la performance du panier d'exposition sous-jacente. On a effectivement, de manière assez claire dans cette proposition de règlement, une volonté de la Commission de dire on veut un peu tuer le modèle dit originate to distribute, c'est-à-dire ce modèle qui vise à dire puisque je transfère le risque, je ne vais pas tout à fait bien regarder, passer du temps à regarder le risque, parce que finalement, comme je le transfère, je ne vais pas garder grand-chose. Donc ça, l'idée, c'est effectivement, et là on a bien tout le long de cette proposition de règlement, l'idée que, et ça c'est plutôt pas mal, on dit les expositions à titriser doivent être initiées dans un cadre ordinaire de l'activité de l'initiateur ou du prêteur initial, conformément à des normes de souscription qui ne doivent pas être moins strictes que celles de l'initiateur ou du prêteur initial, enfin que des normes qui sont appliquées pour les autres encours qui ne vont pas être titrisés. Donc ça c'est un point quand même qui est assez majeur, c'est intéressant parce que ça remet aussi finalement toute la responsabilité clairement et le risque sur l'origination du crédit. On sait bien que sur les subprimes, le problème c'était quand même l'origination du crédit qui n'était pas bon, donc garbage in, garbage out. Là, on se dit effectivement, au début de l'initiation du crédit, il faut avoir des normes strictes. Et on d'ailleurs renvoie à d'autres directives, comme celles sur le crédit immobilier ou le crédit conso, qui énoncent justement un certain nombre de normes. Ensuite, il y a des exigences sur ce que doit appliquer aussi l'investisseur, puisqu'il doit s'assurer avant toute titrisation que l'initiateur, le sponsor ou le prêteur conserve un intérêt économique. Donc là, effectivement, l'intérêt économique, il est lié à ces fonds tranchés qui sont donc de la titrisation. Et l'idée, c'est que cet intérêt économique doit être de moins 5%. L'investisseur s'assure aussi effectivement que l'initiateur ou le prêteur initial accorde bien tous ses crédits sur la base de critères sains et bien définis. Donc ça va peut-être un peu plus compliqué quand même à regarder. Et donc il s'assure que le crédit fait bien l'objet de procédures clairement établies, d'approbation, de modification, de reconduction, et la mise en place de moyens adaptés donc, pour octroyer ces crédits et les suivre. Et puis l'investisseur doit aussi s'assurer
que l'initiateur, le sponsor, l'entité de titrisation mettent à disposition des détenteurs d'une position de titrisation et des autorités compétentes un certain nombre de renseignements qui sont listés là sur le slide, sur les expositions sous-jacentes, le résumé de l'opération et la déclaration STS. En cas de déclaration de titrisation STS, on va revenir évidemment sur cette notion, et aussi des rapports trimestriels à l'investisseur pour pouvoir voir un peu l'évolution justement du risque. Donc les investisseurs institutionnels qui sont exposés à une titrisation doivent prendre aussi un certain nombre de mesures, établir des procédures écrites proportionnées au profil de risque de la position de titrisation afin d'assurer le suivi du respect des dispositions qui ont été énoncées. Donc dans ces procédures, vous avez diversification sectorielle géographique, taux de défaut, taux de remboursement anticipé, suivi du type d'exposition, taux de recouvrement, modification de prêt, etc. Donc il y a quand même quelque chose d'assez consistant qui est à mettre en place côté investisseurs institutionnels. Il faut aussi qu'il procède à des tests de résistance sur les flux de trésorerie, la valeur des sûretés, qu'ils veillent à l'existence d'un degré adéquat de reporting interne à leur organe de direction et qu'ils puissent démontrer à leurs autorités compétentes qu'ils disposent aussi d'une connaissance approfondie et complète de chaque position de titrisation et des expositions sous-jacentes à celle-ci, qu'ils mettent aussi en œuvre des politiques et des procédures écrites pour la gestion des risques. Donc, voilà, donc c'est quand même des exigences assez importantes. Alors, quand on parle d'exigence STS, qu'est-ce que c'est? C'est effectivement l'idée que c'est simple, c'est transparent, c'est standard, du coup c'est comparable, et ça permet justement d'asseoir tout ce qu'on a vu avant, c'est-à-dire que si on veut avoir une bonne vision sur les risques, bien, il faut avoir des standards qui permettent d'être sûr qu'on a suffisamment d'informations pour pouvoir justement vérifier le risque des expositions sous-jacentes. Donc, les exigences relatives à la simplicité sont décrites dans ce slide. Donc, on considère effectivement que les expositions transférées du vendeur à l'entité de titrisation doivent satisfaire à des critères d'éligibilité prédéterminés, clairement définis. Après, la question claire, ça sera qui va les vérifier, ces critères d'éligibilité, c'est un autre sujet, qui ne permettent donc pas à une gestion de portefeuille active de ces expositions sur une base discrétionnaire. Et puis, un point important aussi qui est noté, le remboursement des détenteurs des positions de titrisation ne dépend pas de manière substantielle de la vente d'actifs garantissant les expositions sous-jacentes. Ça aussi, en matière de risque, c'est un point assez intéressant. Donc, les exigences, le T de STS, c'est la transparence. L'initiateur, le sponsor et l'entité de titrisation fournissent à l'investisseur, avant qu'il investisse, un accès à des données statiques et dynamiques des performances historiques en matière de défauts et de pertes, telles que des données sur les arriérés et les défauts de paiement pour des expositions essentiellement similaires à celles qui sont titrisées. Ces données couvrent une période d'au moins 7 ans pour les expositions autres que de détail et 5 ans pour les expositions de détail, donc c'est quand même aussi assez important. Et donc, avant l'émission des titres qui résultent de la titrisation, un échantillon des expositions sous-jacentes est soumis à une vérification externe par une partie indépendante qui s'assure que les données fournies sur les expositions sous-jacentes sont exactes avec un niveau donc, de confiance de 95%. Et enfin, vous avez des exigences aussi relatives à la standardisation. Donc là, c'est le dernier S de STS. Donc les expositions sous-jacentes ne doivent pas non plus inclure d'ailleurs de dérivés. Donc en fait, là, ça exclut dans les STS, en fait, finalement, les titrisations synthétiques. Les dérivés sont acceptés s'ils couvrent le risque de change et de taux d'intérêt. Voilà. Et donc, on doit avoir un certain nombre de documents relatifs aux opérations qui précisent également les obligations, les tâches, les responsabilités contractuelles de l'organe de gestion et de son équipe de direction, qui doivent disposer d'une expertise de la gestion d'expositions sous-jacentes, le processus et les responsabilités aussi nécessaires pour garantir que la gestion sera poursuivie en cas de défaillance ou d'insolvabilité de l'organe de gestion, et des dispositions qui assurent le remplacement des contreparties aussi de dérivés dans le cas où on peut les utiliser. Voilà donc un texte finalement dans lequel on a finalement un certain nombre de points assez quand même intéressants, donc certains assez contraignants quand même, aussi bien du côté prêteur que du côté finalement investisseur.